En 1857, le chemin de fer arrive à Razac. À cette époque, il n'y avait pas encore de lavoir municipal et les femmes allaient laver le linge à la rivière. Cet ouvrage a été fait pour permettre aux lavandières d'accéder à l'île. Les culées sont en pierre calcaire et le tablier en béton armé coffré, dont on distingue encore les planches de coffrage. Il est soumis par EFRA SNCF à des visites biennales sommaires et quinquennales approfondies. Ce lavoir a été installé sur des résurgences existantes. Certains documents parlent de 1895, d'autres de 1900. Ce lavoir va amener un peu de soulagement aux femmes qui n'ont plus besoin d'aller jusqu'à la rivière avec une pleine brouette de linge et encore plus d'en revenir lorsque celui-ci est considérablement alourdi par l'eau. En 1904, il va recevoir sa couverture de tôle grâce à un legs de M. Decoux-Lapeyrière. Plus tard, il sera transféré de l'autre côté de la route, puis il reviendra à son emplacement actuel. Il servira jusque dans les années 70. Personnellement, je me rappelle avoir accompagné ma mère qui venait laver son linge ici pendant que je jouais avec un petit bateau. L'alimentation de cette fontaine se fait par une source souterraine indépendante du lavoir. Comme indiqué sur les panneaux, les premières écritures concernant l'utilisation du puits remontent vers 1700. Le puits près de l'école n'étant plus suffisant, il est décidé en 1908 d'installer une pompe fonctionnant par éolienne qui remonte l'eau vers le haut du village dans des réservoirs qui alimentent 4 points de distribution dans le village. En 1940, elle est remplacée par une pompe électrique pour le plus grand bonheur des riverains excédés par le bruit de l'éolienne. Elle restera en fonction jusqu'à l'installation du réseau public d'eau dans les années 50. L'église paroissiale, fortifiée et d'origine romane, placée sous le patronage de Notre-Dame, est mentionnée dès le XIIe siècle et un château fort, construit juste à côté vers les années 1200, début des années 1300, subsista jusqu'à la Révolution française. Sa description ne nous est pas connue, mais nous savons qu'il avait un fort puissant donjon et une grande cour. Au Moyen Âge, la paroisse et la seigneurie de Razac relevaient de la ville et châtellenie de Périgueux. Mais durant la guerre de Cent Ans, le château fut tenu par les Anglais à plusieurs périodes, 1348-1416. En 1451, le comte Jean de Périgord octroya la seigneurie de Razac à un de ses fidèles chevaliers, Hugues de Bailly. Les descendants de ce dernier seront seigneurs de Razac jusqu'à la Révolution française. Le premier maire de Razac fut Jean-Baptiste Gentrac de 1793 à 1794. Le dernier en date est Jean Parvot depuis mai 2020. Celui qui resta en poste le plus longtemps est Roger Gauthier de 1929 à 1964, soit 35 ans, suivi de près par un autre Roger, Roudier, de 1964 à 1995, soit 31 ans. En 1799, les limites avec les communes voisines de Coursac et d'Annecy-et-Beaulieu sont modifiées. Razac y gagne le château de Marsaguet dans sa totalité, qui était à Coursac, mais perd le château de Ciorac et les hameaux de Gravel et de Langlade, qui sont aujourd'hui à Annecy-et-Beaulieu. En 1866, inversion de l'église Notre-Dame. L'autel est transporté d'est en ouest, l'ancienne porte ouest est murée et une nouvelle porte est ouverte, la porte actuelle, à l'est. Auparavant, le cimetière qui était attenant à l'église avait été transféré à son endroit actuel. En 1924, un monument aux morts y est érigé. Il sera déplacé vers 1960 dans le parc de la mairie. Depuis 2006, il n'y a plus de prêtre affecté à la paroisse. Le dernier était Christian Clamant, de 2000 à 2006. À noter que l'abbé Joseph d'Artensec, qui a été prêtre de 1914 à 1946, a été premier adjoint au maire et, plus près de nous, l'abbé Paul Pijat, prêtre de 1953 à 1976, a créé la fanfare de Razac et donné des cours de tambour. En 1910 a eu lieu à Razac la Félibrée. Qui est cet homme dont le médaillon orne l'église? Charles-François-Joseph-Victor de Chancel, dit Lagrange Chancel, poète pamphlétaire, né au château d'Antoniac à Razac le 1er janvier 1677
est mort au même endroit le 26 décembre 1758. Il est enterré à l'intérieur de l'église. Enfant prodige, il composa très jeune des vers sur toutes sortes de sujets. Dès qu'il sut lire, il dévora notamment les pièces de Pierre Corneille. À 7 ans, il fut mis au collège de Périgueux, puis fut envoyé à Bordeaux pour suivre ses études. Il y découvrit le théâtre et se mit à composer des pièces qu'il interprétait avec d'autres enfants. Il choisit de porter à la scène un fait divers récemment arrivé dans la ville. Ce sujet souleva des protestations, et la mère de Lagrange Chancel ferma le théâtre et envoya le jeune auteur, alors âgé de 14 ans, à Paris. Il arriva dans la capitale muni de sa tragédie Jugurtha, et ne tarda pas à se faire une réputation dans les salons par sa facilité à versifier. La princesse de Conti, charmée par un sonnet qu'il avait composé, l'admit au nombre de ses pages et, enthousiasmée par Jugurtha, présenta son protégé à Louis XIV, qui demanda à Jean Racine, alors retiré du théâtre, de le guider dans ses entreprises littéraires. Jugurtha, remanié, fut donné au théâtre le 8 janvier 1694 et remporta un très vif succès, alors que l'auteur n'avait que 17 ans. Lagrange Chancel fut nommé lieutenant dans le régiment du roi, puis dans les mousquetaires, et obtint enfin la charge de maître d'hôtel de la duchesse d'Orléans. Selon Lagrange Chancel, en 1713, le duc de la Force, familier du duc d'Orléans, avec qui l'auteur s'était lié, lui déroba sa tragédie Ino et Méliserte, l'une de ses meilleures pièces. Ce fut le signal d'une brouille, et la haine de Léo Lagrange s'étendit au régent Philippe d'Orléans, qui avait pris le parti du duc. En tout état de cause, le poète composa contre le régent des odes satiriques d'une très grande violence qu'il intitula les Philippiques. Il y accusait notamment le duc d'Orléans d'avoir tenté d'empoisonner le jeune Louis XV et d'être l'amant de sa propre fille, Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, duchesse de Berry. Impliqué dans une conjuration contre le régent, Lagrange Chancel fut emprisonné aux îles de Lérins, d'où il s'évada au bout de 2 ans. Il s'enfuit en Sardaigne, en Espagne, puis en Hollande, où il composa une 4e philippique, puis une 5e juste après la mort du régent. En 1728, il put entrer en France grâce au duc de Bourbon, à qui il fournit certains renseignements secrets. Il fit représenter quelques tragédies, Cassius et Victorinus, sur un sujet pieux qu'il dédia à sa protectrice, la princesse de Conti. Orphée qui échoua, Pygmalion, rien à voir avec Pygmalion qui a été écrite par Paul Bismuth, qui fut refusée par les comédiens français. Lagrange Chancel renonça alors au théâtre et se retira en Périgord dans son château d'Antoniac. En 1880, il a été décidé de construire une école de garçons en bas de ce qui est actuellement le jardin public. En 1884, à proximité de cette école, un puits est creusé pour son alimentation en eau ainsi que pour une partie du village. Une pompe y sera installée en 1901. Pendant la guerre 39-45, les Lorrains qui étaient réfugiés chez nous construisirent un bassin d'agrément dans le bas de ce qui est le jardin public, en remerciement pour la commune de Razac. Lors de l'inauguration de la ligne Coutras-Périgueux, le train s'est arrêté pour la première fois à Razac-sur-l'Isle le 20 juillet 1857 à 9h45 environ. Il n'y avait qu'une seule voie et les trains ne pouvaient se croiser qu'à Saint-Astier où il y avait 2 voies. La gare de Razac accueillait voyageurs et marchandises, bâtiment conservé sur le parking. Elle appartenait à la compagnie ferroviaire du PO, le Paris-Orléans, puis à la SNCF à partir du 1er janvier 1938. Aujourd'hui, ce n'est plus une gare, mais une halte. Les études avaient débuté en 1853 par des concertations avec des représentants de la commune, et il avait été décidé de longer la route impériale, ce qui est aujourd'hui la RD 6089, pour les 3 km de ligne. L'emplacement de la gare et des différentes barrières est également déterminé lors des concertations. Les barrières avec leurs logements seront situées au Moulineau, à côté de la gare et à la Coutissie. Un chemin sera alors aménagé le long de cette voie pour l'acheminement des matériaux. Ce sont des transporteurs locaux qui seront sollicités pour ce travail. Ce chemin sera cédé à la commune et deviendra les routes de La Porte,
Le Gardou, Lacoutissi et Roger Barnalier. La création de ces chemins va entraîner la construction de nombreuses maisons. Des passages pour l'écoulement des eaux seront aménagés. La gare a été construite en partie avec des pierres de l'ancien château désaffecté. La cour de la gare a été cédée à la commune. Le train le plus utilisé sera sans contredit celui appelé le train ouvrier, Périgueux-Mussidan, qui passera à 7 heures et reviendra à 18 heures. Il amènera à Périgueux les ouvriers et les écoliers. Il existe toujours, mais est moins utilisé. Le premier chef de gare s'appelait Pierre Navarre. La deuxième voie a été mise en place beaucoup plus tard. Problème de l'accès au lavoir municipal et la distribution de l'eau de la fontaine. Les habitants du Gardou et de la Plaine n'ont plus d'accès direct à ces points d'eau et ce n'est pas facile avec des brouettes ou récipients divers. Alors ils demandent à la compagnie du PO d'aménager un passage à niveau, ce qui est d'abord refusé en 1896. Ensuite, un accord est trouvé. Les frais seront partagés avec la municipalité, une souscription est organisée, et une décision favorable est prise le 27 mai 1907. Le passage du Gardou, qui existait déjà, va être aménagé, portillon et platelage. La fontaine était considérée comme municipale, c'était un point d'eau officiel. En conclusion, l'arrivée du train à Razac a été un vrai bouleversement pour la vie du bas de la cité. La construction des nouvelles maisons sur les chemins créés a augmenté la population d'une centaine de personnes au fil des ans. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui tout l'espace de la gare a été aménagé pour l'arrivée en juillet 2022 de la navette ferroviaire de Mussidan à Niversac. La source des Moulineaux est le point de départ de notre alimentation en eau potable. Il est alimenté par des résurgences souterraines. L'abîme est profond d'une dizaine de mètres et possède un déversoir qui part dans la rivière, pouvant avoir un débit de 500 m3/heure l'été à 8000 m3/heure l'hiver. Sa couleur provient d'un phénomène naturel dû aux filtrations des rayons lumineux sur une eau très pure, de différentes origines rocheuses, de micro-organismes présents dans l'eau. Deux grandes pompes puisent l'eau de la source vers l'usine de traitement des Moulineaux. L'eau est ensuite décantée, traitée et filtrée par l'intermédiaire de charbon de chlore et d'une filtration par sable pour ensuite être stockée dans une citerne à l'arrière de l'usine. Ce sont entre 7000 et 10 000 m3 par jour qui sont produits et traités avant d'être envoyés vers trois grands services, des sortes de sous-stations, par l'intermédiaire des pompes se trouvant au sous-sol de l'usine. Pour faire simple, le bas service alimente la vallée de l'île de Chamiers à Saint-Astier. Le moyen service peut alimenter, grâce à une reprise se trouvant au Fieux, commune d'Annecy-Beaulieu, des communes allant jusqu'à Valeuil et Bourdeil. Le haut service, grâce à une reprise à Bellécou sur les hauteurs de Razac, distribue l'eau sur Coulounier, Coursac, Manzac, Grignol, Jors, Bourroux, Vallereuil, Villamblard, Saint-Même-de-Pérérol et s'arrête à Vers. Avec la source du Boulidour sur la commune de Lille et du forage de Château-l'Évêque, ce sont 29 communes du syndicat qui sont alimentées en eau potable. La rivière Lille. Lille, indissociable du nom de notre commune, prend sa source dans le Massif central, département de la Haute-Vienne, à l'ouest du hameau de Rongeras, commune de Janaillac, en Nouvelle-Aquitaine. Elle prend sa source à 375 mètres d'altitude. Son cours est estimé à 255 km, dont 87 navigables en plusieurs sections. Elle rejoint la Dordogne à Libourne. Sa pente moyenne est de 1,56 m par kilomètre. L'île traverse 3 départements et 75 communes. Chez nous, l'île a été un lieu de lavandière, plus en aval, vers le Gardou. Elle a bercé l'enfance de certains d'entre nous. Nous y avons appris à nager. Et oui, il fut une époque pas si lointaine où il y avait deux lieux de baignade à Razac, la petite plage et l'île aux Anges. La jeunesse razacoise s'y retrouvait au beau jour. Bien sûr, la qualité de l'eau était meilleure qu'aujourd'hui. Nous y avons aussi appris à pêcher et certains ont gardé ce virus toute leur vie. En été, le débit est de 8 à 10 mètres cubes seconde. En crue, elle peut monter jusqu'à 300 mètres cubes seconde.
Notre terroir. Razac n'est pas vraiment un terroir de grand cru. En Dordogne, le secteur du Bergeracois est plus propice à cette culture. Cependant, il y a encore quelques habitants, quelques propriétaires qui ont leurs parcelles de vignes et font un petit vin de consommation courante. Peu alcoolisé et très coloré, il est issu des cépages de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot et, pour le conserver, des fois un petit peu de noix. Alors oui, c'est peut-être pas un grand cru, mais c'est le nôtre de notre terre razacoise, donc à ce titre-là, il est très bon. De toute façon, il convient très bien à un bon chabrol.